Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle émission sur Radio Clé de Vie, la radio du développement personnel. Aujourd'hui, je commence directement l'émission en vous donnant le nom de notre invitée, Edith Bordelot. Je vais vous la présenter dans un petit moment. Bonjour Edith. Bonjour. Edith, vous avez entendu Edith. Pourquoi je répète Edith? Parce que figurez-vous que cette gentille dame, son prénom vient d'Edith Piaf, puisqu'elle est née la même année, je pense, que le décès d'Edith Piaf. Donc aujourd'hui, on va chanter, comme vous aurez compris. On plaisante pour commencer un peu, mais oui. parce qu'on va parler de sujets beaucoup plus difficiles, notamment famille dysfonctionnelle. Pas dans sa vie de maman, puisque Edith est une maman comblée, mais plutôt dans la famille d'où vous venez, dans votre enfance. Puis vous allez voir, ça l'a emmené, Daniel Brown dirait, à sortir de sa zone de confort. Salut Daniel, on te fait beaucoup au passage. Mais ça l'a emmené à faire plein de choses pour lesquelles elle n'était peut-être pas prédestinée ou prédisposée. Je ne sais plus, il y a un des deux qui doit aller, vous chercherez dans un dictionnaire. Je ne suis pas auteur là, je suis juste animateur radio, vous l'aurez compris. Donc naissance 1963. 1964. 64. Oui. Ça y est, j'ai vieilli mon invité. C'est correct. Non, disons, ma mère était enceinte de moi quand Edith Piaf est décédée. Donc, quand elle a accouché, elle a dit voilà. Donc, vous aviez déjà un prénom à la naissance. Oui, j'étais prédestinée, Edith. Merveilleux. Vous avez gagné un paquet de lessive. Vous étiez combien d'enfants? À la maison, nous étions 3. Ok. Vous êtes la deuxième? La deuxième. Ouais, moi, j'ai une expression qui dit la viande entre les deux tranches de pain. Ok. Bon, finalement, on ne va pas chanter, on va manger. Exact. Bon appétit, les amis. Voilà. On aime bien manger à Québec, donc c'est le temps. Bon, ben, j'ai l'image du. J'ai déstabilisé, mais c'est correct. Mais c'est pas grave. On sent beaucoup de bonne humeur chez vous. Ça a été le cas même dans vos écrits au début, parce que vous allez voir, elle écrit magnifiquement bien. Merci. Mais ça s'en vient, tout ça, il ne faut pas trop que j'en parle. Donc je vais essayer de rester discret là-dessus. Je vais vous suivre, on n'a pas vraiment préparé là-dessus. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est ces problèmes. C'est pas dès la naissance, je pense, le début de l'enfance. Est-ce que ça a été déjà compliqué? Oui. Ok. Dès le début. On vous écoute. Dès le début, oui. Ah ouais? Oui, tout à fait. Ok. Est-ce que ça a été perçu à partir de quelle année pour vous, dans votre cas, les problèmes au niveau de la famille? Premièrement, le mot dysfonctionnel, on ne veut jamais se l'associer. Ouais. Dysfonctionnel part de l'état où tu ne te sens pas normal envers tes amis d'école, par exemple. Tu le ressens dans toi qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal, mais enfant, on ne peut pas mettre de mots. On ressent des choses, parce qu'un enfant est beaucoup plus pur dans les ressentis. C'est venu beaucoup plus tard dans la problématique des relations que j'ai eues envers les hommes. C'est-à-dire que dans le jeune âge, là, même si on y est encore... Hein. Oh, on est très jeune, on ne fait que commencer. Très sérieusement, il y avait une différence entre le ressenti et la perception. Quand vous étiez petite, vous voyez qu'il y avait quelque chose qui se passait à l'école, mais vous ne saviez pas l'expliquer? Disons que c'était fermé chez nous. C'est assez difficile ou gênant de mentionner à tes amis qu'il y a de la violence dans la maison. Okay. Donc, violence physique, pas nécessairement envers moi, mais de la violence, la façon d'agir dans le quotidien. Et de la violence verbale ou psychologique. Qui est souvent pire. Qui est souvent pire, effectivement. Donc, c'est toujours gênant d'arriver à l'école, d'où le fait que je souriais tous les jours pour camoufler cette espèce de douleur qui nous était imposée, mais qui n'était pas, tu peux nous dire, sans rentrer dans les détails, mais souvent les gens, on a des douleurs internes qui
que nous ne percevons pas que nous avons. Donc, les parents ont leur douleur qui nous transmettent par l'émotion intergénérationnelle. Ouais. Alors, à ce moment-là, on se débrouille avec tout ça jusqu'à temps qu'on réalise vraiment que nous sommes dans la dysfonction. Je fais une petite parenthèse à ce sujet, de ce qu'on dit et de ce qu'on ne dit pas au cours de l'émission, même si on essaie d'échapper au non-dit. On n'est pas là pour donner des noms, des dates précises, des faits précis sur les traumatismes. Il n'y a jamais de côté intrusif. Donc ça, je tiens à le souligner. Par contre, on va chercher à comprendre avec vous, puis avec Edith aujourd'hui, grâce à quoi on se structure avant ces traumatismes, quand ils démarrent très jeunes, et l'importance qu'a cet avant pour l'après-traumatisme. Oui. Dans votre cas, vous avez un souvenir d'avoir quel âge la première fois où vous vous êtes dit quelque chose de bizarre? Est-ce qu'on 4 ans. 4 ans? D'accord. Ok. Oui. Parce que l'âge de raison, c'est vers 7 ans, je pense. Oui. Hein? Officiellement. Oui. Mais nous avons un prototype avec nous aujourd'hui, mesdames et messieurs. Je ne fais jamais rien comme les autres, de toute façon. Est-ce que vous aviez déjà cette fibre artistique, créatrice, de dessin, d'écriture, même avant de savoir écrire? Je dirais que je savais profondément que j'avais un talent quelconque, mais je ne l'exploitais pas et on ne me donnait pas la chance de l'exploiter parce que souvent, quand on est dans un dysfonctionnement, on n'a pas le temps de s'asseoir et de se dire qu'est-ce que je vais créer aujourd'hui. Comme enfant, c'est souvent l'idée qui me vient à la tête vite, c'est qu'est-ce que je peux trouver comme solution pour aider mes parents pour qu'on s'en sorte. Vous vous sentiez responsable? Oui. C'est souvent le cas, notamment avec la violence verbale, de ce que j'en découvre, hein, puisque il n'y a pas de spécialiste ici, non. Mais au travers de vos témoignages à tous et toutes, au travers desquels, en tout cas, personnellement, moi j'apprends énormément. Vous parliez de sourire tout à l'heure, beaucoup, même dans cette période-là, jeune période, avec déjà ces problèmes au niveau de la famille. C'est particulier ça par contre, je trouve, parce qu'on entend souvent des enfants qui sont neurasthéniques, c'est-à-dire qui vont s'isoler en classe, qui n'ont pas le sourire au visage. Souvent, ici au Québec en tout cas, on a beaucoup de chance avec ça, parce qu'il y a la structure au niveau des écoles qui repère ça assez rapidement. Il y a des TES, enfin, on est assez chanceux, je trouve, de ce côté-là. Il faut se mettre dans le contexte. Par contre, je m'excuse, dans les années 1969, 70, 64 et tout ça, je m'excuse, mais... Il n'y avait rien? Non. Ouais. C'est pas pour... Donc vous aviez obligation de sourire, en fait, c'est ça? Ben, disons que... Je sais pas si c'est un côté marginal ou simplement de dire... Mais j'avais une idée qui m'était venue dans la tête à un moment donné. Je peux pas croire qu'on vient sur Terre sans aller contre qu'est-ce qu'on vit. Donc, le saumon qui va contre l'eau. Ah, recoucou à Daniel Blois avec le saumon. Surtout avec Bordelot, saumon. Alors, on ne parlera pas des livres. Non, bon. C'est ça. Alors, l'idée, c'est que je m'étais dit, si on est triste chez moi, ben moi, je vais sourire. Puis par le sourire, ben c'est beaucoup plus agréable de rencontrer quelqu'un qui a le sourire que quelqu'un qui ne sourit pas. Ouais. Donc, le besoin d'être aimé aussi. Le besoin d'être aimé qui a rapport justement à partir de mes 4 ans. Ben, je ne veux pas rentrer dans la grande psychanalyse, mais reste que j'ai découvert ça récemment, c'est à 4 ans, j'ai eu le sentiment de l'abandon. Okay. Donc, ce sentiment d'abandon-là t'amène dans 2 caractéristiques différentes. Soit que tu deviens contrôlant ou dépendant affectif. Puis moi, j'ai pris la portion de dépendant affectif. Hey, je me frotte les mains en direct devant vous parce que c'est la première invitée qui tape encore plus fort sur la table que moi et qui vous met des choses dans les oreilles. Pas possible. Oui. Donc, je suis très content. Je me sens beaucoup moins seul. Parce
que Oui, il ne faut je pas pense faire ça. Là. encore 2-3 émissions, il va falloir que je m'attache, moi, personnellement. Mais on Ok. progresse en même temps. L'émission est dans un ancien contexte, mais c'est une nouvelle émission aussi. OK. Parfait. Puisqu'en plus, on a ce côté visuel maintenant, Oui, avec deux magnifiques personnes comme nous aujourd'hui. parce qu'en plus, on se voit, nous, quand on. Oui, Ouais, on se c'est voit. pour ça. Personnellement, je compatis pour vous, ce qui me concerne, mais bon. Mais on est là, vous n'avez pas le choix, c'est avec nous, c'est sur Radio Clé de Vie. Donc une prise de conscience vraiment très tôt, Très tôt. avec cette soif de vivre, j'allais dire, Oui. ce besoin d'être aimé, Mhm. aussi précoce. Oui. Parfait. Quelques années après, même si certaines activités sont récentes, vous l'avez compris, ce qui nous intéresse ici, c'est vraiment, j'aime pas le mot outil, moi, c'est tellement à la mode, là, un peu comme le mot résilience d'ailleurs, mais bon, Mhm. pas à l'époque où on a trouvé le titre de l'émission, en tout cas, vous êtes allé vers le côté créatif de plus en plus, notamment avec l'écriture, si j'ai bien compris. On parle de ça seulement, il y a de ça 15 mois. Ça, c'est récent. Puis Ça, c'est très récent. On va garder ce gros morceau pour Oui. la fin de l'émission. Tout à fait, parce qu'il y a énormément d'années entre tout ça. Ouais. Mhm. Et moi, c'est justement, puis là, on Oui. n'a pas plus préparé que ça parce que Mhm. je veux garder de la fraîcheur. Mhm. Je suis auditeur privilégié. Je suis du bon côté, moi. Qu'est-ce qui s'est passé au cours des années en grandissant, l'adolescence? Tout à l'heure, vous avez fait allusion au problème relationnel avec la jante masculine. Oui. C'est bien dit, ça. Oui, c'est Merci très beaucoup. bien dit. Ben, est-ce que, oui, en gros, Qu'est-ce que vous avez mis en place au fur et à mesure de ces années? j'ai mis en place une protection. Alors, je ne voulais pas aller en relation, donc je sabotais mes relations. Ok. Saboter, c'est un grand mot, mais c'est un terme qui est utilisé aussi de plus en plus. C'est que tu peux quand tu es bien dans une relation, mais que tu as peur d'entrer dans les sentiments profonds d'évolution d'une relation normale, ben, tu la brises avant de continuer. D'où le peur d'engagement suite au fait que, connaissant pas c'est quoi l'amour ou c'est quoi être bien avec quelqu'un, parce que tu as toujours été dans le mal, dans les mal ressentis, ben, il faut que tu continues ta voie d'auto-sabotage. Okay. On entend souvent que nous mettons dans des... Quand on n'est pas bien, quand on n'est pas centré, on s'embarque dans des relations qui ne nous correspondent pas. Là, j'entends un deuxième message. Mm-hmm. Si je ne me trompe pas, est-ce que ça serait également, je m'embarque dans quelque chose qui peut marcher, qui peut être bien, mais je commence à être heureuse, donc c'est pas normal, donc derrière je vais souffrir 1000 fois plus, donc je sabote. Est-ce que c'est ça? Oui, tout à fait. Ouais. Il est hot, le gars! Non, mais j'ai juste deux oreilles et un semblant de cerveau. Mais est-ce que ça parle pas à certains d'entre vous, ça? Je suis heureux, heureuse, donc je cours à nouveau le risque de souffrir. Intéressant comme sujet, on pourra en parler longtemps. C'est pour ça, personnellement, que maintenant j'écris et je vis à travers mes personnages. Non, c'est beaucoup moins risqué. On peut se couper avec une feuille de papier, ça s'arrête là. Puis ça, c'était vers quel âge? 19 ans. L'effet, ok. Ouais, l'âge à peu près. Au moment où... Bon, dans les années 80, c'était ces âges-là. Aujourd'hui, c'est mon Dieu, les années 80 en plus. Oui. Ouais. Et je suppose qu'après après ces sabotages ou ces ruptures, puisque ça reste une rupture. Mais oui, j'ai quand même été 4-5 ans seule. Ouais. Tu sais, non, plus que ça, de l'âge de 20 jusqu'à 26, facile, 25, 26. Bon, il faut croire qu'après, il s'est quand même passé des choses. Puisque, oui, tout à fait. Oui, j'ai eu un enfant qui n'était pas attendu, mais puis il est au courant, donc c'est pas grave que j'en parle ici.
cette personne-là ne voulait pas avoir d'enfant. Moi, j'ai dit, ben, je le garde. Et ça a été un bonheur. Ça a été un bonheur. C'est un Ça bonheur. fait 25 ans et je suis encore... Vous n'avez rien saboté. J'ai absolument rien saboté. Un petit passage à vide, notre invité. Exact. Non, ben on lui fait un coucou à... C'est votre garçon Frédéric. Frédéric, mon c'est plus ça. vieux. Oui. On lui fait un coucou, on est bien content qu'il soit là. Oui. Hein? Oui. Ça a été une prise de conscience pour vous, quelque part? Énormément, parce que j'ai été comme le saumon à contre-courant. On n'était pas tout à fait d'accord dans le sens que la situation future familiale qui était entamée n'était pas... il n'y avait pas de base solide, finalement. C'est ça que je veux dire. Donc, j'ai ressenti le même pattern que mes parents. Donc, c'est des choses normales qui se font. Vous avez eu peur de reproduire? Je savais que je le Quelque chose. reproduisais et je Ouais. l'ai fait pareil. Donc, c'est toujours dans l'auto-sabotage. Ok. Mais là, on ne parle pas de la conception d'un enfant. Est-ce que j'ai fait une bonne chose? On n'est pas là. C'est Oh, pas oui. de cela que je parle. Non, là, c'est vraiment sur la structure familiale Oui. qui a suivi. Hein? Oui, tout à fait. Vous avez vu, on est bon hein, quand même pour citer personne, pas rentrer dans certains détails, Exactement. se concentrer sur le thème du jour et sur ce qui se met en place à Oui. la suite. Donc en fait, ça a été comme une confrontation par rapport à une situation que vous aviez vécue, mais Oui. que vous vouliez, qui a peut-être été reproduite, je ne sais pas, hein, dans une certaine Mhm. mesure, mais vous avez affronté ça pour qu'il en sorte j'adore ce mot-là, positif. Oui. C'est ça? Tout à fait. Bon, bah, c'est bien, on va continuer le concept de l'émission. Alors, il y a Oui. des gens positifs et des gens qui s'en sortent. Oui. Ok, Ça n'a pas été facile. Mais ça va continuer. ok. Donc, ça se pourrait que vous soyez une personne résiliente. Je le suis depuis le début, je te l'ai dit. Et ça tombe bien. Bon, Depuis mes 4 ans, finalement. on n'a pas fait une émission pour Non, rien. non. Ok. L'avant-traumatisme, ça peut même aller se chercher dans la première respiration. Je le souhaite à personne, ni à vos enfants à venir. Mais même si après la première respiration de la naissance, ça devient dramatique et épouvantable, il y aura quelque chose à aller chercher dans cette première respiration. Donc on en a plein des moments dans sa vie où on peut aller chercher ce qui nous a structuré quelque part. Mhm. Donc tous ces éléments-là, la naissance de votre fils, ou les bons moments que vous avez eus, les Mhm. amis à l'école qui vous voyaient sourire, qui ne savaient pas ce qu'il y avait derrière, mais Mhm. est-ce que vous étiez du style à, quand vous n'aviez pas le moral, à aller remonter le moral aux autres? Toujours. Ça m'aurait Je étonné. le fais encore. Puis je vous promets qu'on n'avait pas préparé celle-là. Non. D'ailleurs, on n'a préparé aucune. Mais ça, c'est peut-être pas très Tout bien. est naturel présentement. Je pensais que le pilote de l'émission, c'était un truc à part, mais j'ai l'impression que toutes les émissions vont se dérouler de la même manière. Bon, tant que vous êtes là. Puis au fait, merci parce que vous êtes vraiment nombreux, notamment sur YouTube, ou YouTube, suivant l'accent, de quel côté de l'Atlantique, Exact. à être allé visionner les premières émissions, dont le pilote, qu'on a vraiment fait de manière artisanale, mais merci beaucoup en tout cas de votre soutien, de votre, je sais pas, compassion. Ben, merci de m'avoir invité, en tout cas, d'avoir pensé à moi. Oui, et puis c'est pas fini, hein. On a encore un bon 10 minutes d'émission. Il n'y a plus que 10 minutes, mon Dieu, il n'y a plus que 10 minutes. D'où l'important. Oui. On parlait de l'enfance, l'adolescence. Finalement, vous êtes maman. Vous aurez un deuxième enfant. Deuxième Ah, enfant ensuite. d'un deuxième père, mais issu d'un mariage cette fois-ci. Bon. Ma plus longue relation à vie, 13 ans. Quand même, hein? À l'heure où on se parle, en 2017, puisque cette émission sera écoutée à nouveau en 2042, Ça sera le fun. c'est déjà un record. Oui. D'avoir passé 13 ans. Donc ça aussi, ça prouve que c'est possible. Hein. Oui, malgré les Ouais. dysfonctionnements. Et au travers de cette vie de famille recomposée, mariée, pas mariée, Oui. etc., là, notamment il y a 15 mois, vous découvrez quelque chose qui vous correspond encore plus, une manière d'entrer encore plus en résilience. Vous pouvez nous en parler un petit peu de ces écritures Oui, inspiré. bizarres, très bizarres.
j'ai omis, je me suis oubliée beaucoup, OK? Jusqu'au jour où je me suis choisie. Et à partir de là, il y a plein de choses qui se sont mis sur mon chemin. J'ai rencontré des gens et tout. J'ai pris un atelier d'écriture inspirée de France Gauthier, pour ne pas la nommer. Et puis, j'ai commencé à écrire. Et puis, à travers ces écritures-là, je ne peux pas arrêter. Oui, entre autres, ça peut être considéré de la guérison à travers de la création. Mais je dirais que je me suis retrouvée dans mes écritures. Okay. Écriture inspirée. Je suis certain, comme moi, vous avez déjà entendu ce mot-là. Personnellement, j'en fais pas. Après, c'est sûr, pour écrire, il faut être inspiré. Mais quand on parle d'atelier ou de séance d'écriture inspirée, c'est pas on a une idée, puis on n'a pas le syndrome de la page blanche en tant qu'auteur. Il se passe autre chose. Oui. J'en donne des ateliers d'écriture qui s'appellent mettre des mots sur des mots, mais on part sur une structure précise, des mots, etc. Là, on s'est parlé un petit peu en dehors là, de l'émission. Ça se passe comment en fait? Racontez-nous, pendant que je trafique un petit truc. Disons que je pourrais l'expliquer au nom d'un atelier, mais moi, je vais l'expliquer selon ce que moi, mon écriture et ce que je fais. Ah oui, on est encore une fois, on n'est pas là pour vendre non, on est un atelier de telle formation ou quoi que ce soit. D'abord, on n'a pas le droit. Oups, on va couper le mais justement, ce que vous en avez perçu, de comment ça a fonctionné pour vous. Voilà. Okay. Ça sera peut-être différent pour quelqu'un d'autre. J'avais besoin imminent d'écrire et j'ai pris un atelier. Dans l'atelier, bon, il y a un processus de méditation ou quoi que ce soit. Puis par la suite, chez moi, ben, j'ai simplement dit, j'ai plein de choses à dire. J'ai une image, j'ai un mot, j'ai une émotion, j'écris. Ça prend 30 secondes. Alors, est-ce qu'on peut appeler ça une écriture inspirée? Je pense que oui, parce que il y a une préparation. C'est ça? Les premiers temps, si on n'est pas... Je ne veux pas rentrer dans les termes de tout ça, mais une méditation t'amène à te centrer, à rester calme et tout, puis ça crée une ouverture. Étant donné que je médite souvent, je peux écrire plus rapidement, plus facilement, plus vite. Et puis, c'est moins compliqué. Bon. Mais oui, l'idée, c'est... Quand je suis inspirée, ça prend en gros 45 secondes, puis ce n'est pas mes mots. OK. Donc, vous l'aurez compris, Edith médite et s'auto-édite, peut-être d'ailleurs, je ne sais pas. Puis elle est... Vous avez vu la transition? Elle n'est pas mauvaise, hein, pour une fois. En parlant d'auto-édition... Médite au bord de l'eau. Voilà, médite au bord de l'eau. Oui. Médite au bord de l'eau. Oui, c'est ça. Bon, on en dit des bêtises aussi. Toutes ces écritures depuis 15 mois, même si le projet est encore un peu à long terme, quoique j'ai vu passer des dates, ça va arriver assez rapidement, vous avez du contenu, vous avez du stock. Oui, j'ai du stock. Grâce entre autres à ces écritures-là. Oui. Est-ce que tout ce que vous écrivez, puis c'est vous qui en parlerez si vous voulez en glisser un mot ou un message, est-ce que ça se fait à chaque fois en mode écriture inspirée? Toujours. Ah, ouais. Toujours. Alors s'il fallait que je médite chaque fois que j'écris, moi, je ne sais pas si j'écrirais souvent, mais ok. C'est-à-dire donc vous avez vraiment une préparation qui vous appartient, puis il faut que vous écriviez quand ça arrive, c'est ça? Mais je médite, mais je n'écris pas nécessairement automatiquement après. D'accord. J'adore la méditation parce que il y a beaucoup de bienfaits. Ça, c'est un dossier à part. Mais le fait de méditer t'amène une sérénité, un bien-être. Donc, la création est beaucoup plus facile. Bon, si je peux expliquer ça comme ça. Mais quand j'ai 4 citations, si j'en ai 4, j'en écris 4. Okay.
C'est comme si je ne pouvais pas écrire. Voilà. Là, je sais que parmi les gens qui nous écoutent, on va retrouver Diane Gagnon, on va retrouver Jocelyne Ferfer, qui est neurothérapeute, on va retrouver Chantal Bertrand, qui je fais un coucou aussi. Vous êtes en train de nous donner, je dis nous parce qu'il y a des gens qui sont déjà venus dans les événements qu'on organise, une des explications pourquoi, sans faire exprès, de plus en plus, je vois, sans parler du mien, des mixages qui se font entre les ateliers d'écriture de base, encore une fois, comme le mien, qui ne sont pas des écritures inspirées, et des ateliers de méditation, de yoga, d'auto-hypnose aussi. Oui. Ça correspond aux gens que je viens de citer. Puis, depuis le début, je me demandais pourquoi ça matchait comme ça. C'est pas quelque chose que j'ai recherché à mon niveau, mais c'est des gens qui fusionnent leurs énergies avec chacun leurs compétences, leur contenu. C'est pour ça qu'encore une fois, moi je fais partie des gens qui ne croient pas à la concurrence dans le milieu créatif. Non. Je pense qu'on est tous là pour évoluer ensemble, partager comme on le fait aujourd'hui. On arrive quasiment à la fin de cette émission. J'ai aucune idée de vos projets d'édition concrètement, de ce qui s'en vient pour vous. Je suis persuadé que vous allez avoir une activité très chargée, et puis je vous le souhaite. Et je suis convaincu aussi qu'il va falloir qu'on se parle en antenne. Ça sent les beaux projets, tout ça. Oui. De votre côté déjà, là. Est-ce que dans vos projets, dans votre cheminement, il y a quelque chose que vous pouvez nous dire, là, en quelques mots, de comment vous suivre, qu'est-ce qu'il faudrait peut-être surveiller? Je ne sais pas. OK. Il y a un recueil, Disons que j'ai une page Facebook, comme des gens peuvent me suivre sur mon site. Je m'appelle Fée du cœur. Fée du cœur? Ça, c'est la page Facebook? Oui, okay. Ça, c'est le nom que je me suis donné comme personnage. J'ai 500 quelques citations sur mon site que j'écris depuis 15 mois. Okay. Donc, s'il y en a que ça leur tente, c'est au grand public, donc c'est gratuit. Ouais. Donc, on peut aller s'inscrire sur cette page et puis regarder vos citations. Tout à fait. Puis la suite, on sera au courant, je suppose, sur la page. Ça va suivre son cours. Même si j'ai quelques informations croustillantes que je ne dévoilerai pas ici. Fée du cœur. Edith, moi je suis bien content parce que vous faites du cœur. En tout cas, j'espère que vous avez fait battre ceux des gens qui nous écoutent aujourd'hui. Comme le mien, à titre littéraire, hein, bien entendu. On se calme le pompon. Le pompon. Et puis, quant à vous, merci d'avoir assisté à cette émission, écouté et vu. C'est pour ça que je dis assister maintenant. Vous allez retrouver ce contenu un peu partout là, avec nos amis de Radio Clé de Vie, la radio du développement personnel sur laquelle je suis très 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 content de vous retrouver à chaque semaine. Merci beaucoup. Merci Patrick, c'était très agréable. Merci. Salut. Bye.